Très bien. Eh bien, bienvenue à cette première plénière du congrès Electric Road, qui est consacrée donc aux actions des collectivités, dans le thème général, bien sûr, de ce congrès, qui est le véhicule, enfin l'électrification des transports et plus largement d'ailleurs, on peut dire la décarbonation et l'amélioration de l'impact environnemental. Donc, je suis le modérateur de cette table ronde. Je vais commencer par me présenter et faire une petite introduction. Et puis, je présenterai les participants à cette table ronde qui vont intervenir à la suite. Donc, moi-même, je m'appelle Gilles Bernard. Je suis président de l'AFIREV, Association française pour l'itinérance de la recharge électrique des véhicules, qui est une association professionnelle des acteurs principaux des services de recharge, aménageurs et opérateurs de recharge, opérateurs de mobilité, dont la finalité est d'assurer une pratique fluide et sûre de la recharge des véhicules, qui aujourd'hui n'est pas encore gagnée complètement. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et je vous engage d'ailleurs à voir notre site, afirev.fr, où vous trouverez en particulier un des grands dossiers que nous traitons, qui est celui de la qualité des services, de manière à assurer finalement la confiance des utilisateurs dans la possibilité de recharger leur véhicule, et notamment avec deux grands volets. Un premier qui est l'Observatoire de la qualité, dont vous trouverez les résultats sur le site, publié pour l'année 2020 et au premier semestre 2021. Et nous allons continuer bien sûr à publier régulièrement, qui mesure à la fois la qualité effective de l'infrastructure et aussi la qualité perçue par les utilisateurs au travers d'enquêtes d'opinion. Et puis un deuxième volet pour la qualité, parce qu'il ne suffit pas d'observer, il faut aussi agir pour remédier, parer au mauvais fonctionnement, et qui sont les chartes qualité, c'est-à-dire finalement la liste des points d'attention quand on est aménageur d'infrastructure, quand on est opérateur de recharge, opérateur de mobilité, les points d'attention pour éviter finalement les problèmes que rencontrent les utilisateurs et qui sont énumérés en détail dans l'Observatoire, que ce soit d'ailleurs à maille nationale ou à maille régionale à ce stade, mais on va aller vers de plus en plus fin dans le maillage de cet observatoire. Voilà. Ceci pour présenter effectivement l'AFIREV, puisque je ne serai pas intervenant, je ne suis que modérateur. Et donc je voudrais introduire l'objet de cette plénière et puis présenter bien sûr nos intervenants. Donc l'objet, c'est que vont faire les collectivités locales pour développer l'électrification. C'est-à-dire, en fait, encore une fois, par-dessus l'électricité, c'est d'améliorer l'impact environnemental des transports, dont on sait qu'il constitue un des volets importants dans les problèmes qu'on se pose sur l'impact environnemental en général des activités humaines. Et donc je voudrais finalement, vis-à-vis de cet objectif d'électrification, récapituler un peu les principaux constats d'aujourd'hui, du point de vue d'ailleurs des utilisateurs, puisque nous les écoutons, nous en avons pas mal finalement de réactions, par rapport donc à la situation actuellement constatée. Premièrement, l'électrification des véhicules, c'est plus un concept ou une intention, c'est bien parti, puisque on assiste d'abord à une volonté particulièrement forte et insistante, si l'on peut dire, ou en tous les cas continue, des pouvoirs publics, qu'il s'agisse du niveau européen, du niveau de l'État français et du niveau des collectivités, donc, pour inciter effectivement au passage du véhicule thermique au véhicule électrique, et accompagner cela aussi de subventions, d'une réglementation et de subventions pour favoriser notamment le développement des infrastructures de recharge. On assiste aussi, tout le monde le constate, et en particulier à l'exposition qui est montrée ici, à un basculement de l'offre des constructeurs automobiles qui annoncent qu'ils vont de moins en moins vendre de voitures thermiques et de plus en plus de voitures électriques ou hydrogène.
Et puis, de fait, on assiste aussi à une inflexion importante du marché, puisque nous en sommes pas loin maintenant de 20% d'achats de véhicules qui sont électriques ou hybrides rechargeables sur le marché, alors qu'il y a encore quelques années, on n'en était qu'à quelques fractions de pourcents ou quelques pourcents. Et parallèlement aussi un développement de l'infrastructure de recharge, puisqu'on compte aujourd'hui 35 000 points de charge accessibles au public. Et bien sûr, à ces points de charge accessibles au public se rajoutent tous les points de charge privés, notamment au domicile ou sur les lieux de stationnement de nuit des véhicules. Donc le constat démontre la dynamique, mais la perception par le public et même les grands médias, je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont présents à ce congrès, est plutôt trouble vis-à-vis du développement du véhicule électrique. Et donc je voudrais formuler finalement cet aspect un peu trouble qui se traduisent notamment par le fait que, au fond, on fait plus facilement le procès du véhicule électrique que la défense de ses avantages, et en montrant systématiquement la difficulté de recharger lors de grands trajets. C'est souvent d'ailleurs les émissions de télévision que l'on voit. Et donc du coup, on assiste aussi à une tendance, une poussée de l'opinion finalement concernée, à dire mais on veut absolument retrouver avec le véhicule électrique ce que nous vivons avec le véhicule thermique. Donc il faut des véhicules électriques à grande capacité et des bornes rapides pour les recharger aussi vite qu'on fait le plein d'essence d'un véhicule thermique. Et à ce moment-là, peut-être que ce sera viable. Donc c'est une question et que je pose effectivement à nos intervenants. Est-ce que c'est bien la bonne référence, la bonne interrogation à laquelle il faut répondre? Et en tous les cas, si c'est pas la bonne interrogation, quelle réponse apporter? On peut, par exemple, évoquer souvent, c'est souvent ce qui est dit, le cas de l'hydrogène, en disant mais finalement, pourquoi est-ce qu'on s'embête avec des voitures électriques alors que finalement, apparemment, la voiture hydrogène a tous les avantages sur le plan environnemental, mais sans avoir ces inconvénients de temps de recharge ou de capacité réduite. Et on peut retrouver finalement avec l'hydrogène une voiture qui ressemble à la voiture thermique. Donc, adoptons plutôt l'hydrogène plutôt que l'électrique. Bon, je caricature un petit peu les discours, hein, mais c'est des questions que j'aimerais voir traitées par nos intervenants. Finalement, que faut-il penser de l'hydrogène? Que faut-il faire, puisque le sujet est votre action? Que faut-il faire aussi vis-à-vis de l'hydrogène ou vis-à-vis de l'électrique au regard de l'hydrogène, etc. Et comment, finalement, marier ou alterner les deux? Ceci pose d'ailleurs une question qui est essentielle, qui est l'enjeu énergétique de tout ça. Parce que finalement, le problème des transports, c'est que ça demande de l'énergie. Et l'électricité, c'est comme l'hydrogène, ça n'existe pas, il faut le fabriquer. Donc il faut le fabriquer avec des énergies primaires. Or, comme les collectivités sont de plus en plus aussi concernées par les politiques énergétiques et la transition énergétique, donc la question est, finalement, comment s'assurer que l'électricité ou l'hydrogène va être effectivement disponible, étant entendu qu'il faudra consommer de l'énergie primaire et qu'il se pose une question finalement de disponibilité. Et on pourrait ajouter ce qu'on oublie souvent, également une question d'économie, c'est-à-dire que finalement, au total, combien ça va coûter tout ça, en supposant qu'on arrive à faire effectivement autant d'électricité ou autant d'hydrogène, quels sont les coûts, les perspectives de coûts et de prix de revient finalement de ces nouveaux transports. Enfin, je voudrais évoquer, pour finir, la question aussi de la place de la voiture, qui, nous le savons, est un sujet de réflexion importante des collectivités. Et donc, effectivement, il va être très intéressant d'entendre ce que vous pensez à cet égard, puisque souvent, dans les expressions d'utilisateurs que j'ai rapportées au début, le raisonnement, c'est moi, j'utilise ma voiture tout le temps, je fais tout avec ma voiture, donc je veux continuer comme ça et aussi facilement qu'avant. Donc, comment on peut faire pour que je continue? Bon,
La question, c'est faut-il continuer de la même façon qu'avant avec le véhicule électrique ou le véhicule hydrogène, ou doit-on finalement assister à une transition vers une nouvelle organisation de la mobilité pour répondre à ces questions, finalement, en résolvant la problématique énergétique et économique que j'évoquais avant. Donc, finalement, cette question-là rejoint des mots que l'on entend prononcer, comme la mobilité comme un service ou les plateformes MaaS, Mobility as a Service, qui tendent à émerger, dont on entend parler de plus en plus. Et donc, la question est, quel est, de votre point de vue, quels sont ces objets nouveaux, ces plateformes MaaS, mobilité comme un service, leur place, et finalement, sont-ils une piste pour répondre à tous les enjeux un peu contradictoires que j'ai essayé de récapituler? Enfin, je voudrais aussi évoquer le problème de nous tous, finalement, mais de tous ceux qui ne sont pas là surtout, c'est-à-dire les citoyens, les particuliers, les habitants sur les territoires, et qui ont beaucoup de mal finalement à assimiler, à comprendre, mais aussi à avoir l'information qui va bien. Et je voudrais aussi citer un exemple de mot, c'est ZFE, zone à faible émission, qui normalement doivent se développer, se mettre en place en 2025 pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Donc l'agglomération de Bordeaux est concernée. Et qu'est-ce que c'est que ces ZFE? Et surtout, est-ce que les citoyens savent ce qui va se passer? Est-ce qu'ils ont moyen de savoir que ça va venir et de savoir quelles conséquences ça va avoir sur leur vie, et en particulier leur vie avec leur voiture, hein? Et donc voilà, voilà un petit peu toutes les questions que je souhaitais récapituler. Et donc je vais maintenant passer la parole à nos 4 intervenants qui vont être dans l'ordre. Alors nous avons une chance d'ailleurs formidable, c'est que nous avons 4 intervenants qui finalement sont très complémentaires, et en tous les cas pour les 3 qui sont de collectivités, qui représentent des collectivités, finalement l'ensemble de la zone couverte ici, en tous les cas, avec la région Nouvelle-Aquitaine et Renaud Lagrave, vice-président de la région, et qui est aussi président du syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Renaud Lagrave est donc le premier là-bas. Ensuite, à mes côtés, Clément Rossignol-Puech, qui est vice-président de la métropole de Bordeaux, en charge de la stratégie mobilité, et également premier vice-président du syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité, et aussi d'ailleurs maire de Bègles. Donc particulièrement branché sur les citoyens et les habitants de ces territoires. La troisième personne prévue était Xavier Pintat, président du syndicat départemental de l'énergie électrique de Gironde. Malheureusement, il a eu un empêchement et donc il est représenté par son premier vice-président, monsieur Anacleto Alfonso, qui interviendra donc à son tour. Et puis, nous terminerons ce tour de table finalement avec Pierre de Firmas, directeur de la mobilité électrique d'Enedis. Donc Enedis, ce n'est pas une collectivité locale, mais ils ont une capacité d'observation et d'appui aux collectivités qui leur permettent de témoigner sur justement la façon dont les collectivités évoluent et se préparent ou prennent des initiatives sur ce domaine de la mobilité électrique. Et donc je passe la parole à Renaud Lagrave pour la région Nouvelle-Aquitaine. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de répondre aux questions que vous avez posées. En démarrant d'abord par vous dire que par rapport au titre de cette plénière, la région n'est pas qu'une collectivité urbaine, même si il y a évidemment toutes les collectivités urbaines qui sont membres de la région, enfin qui sont dans la région, mais il y a beaucoup de territoires ruraux. Je rappelle qu'on a un territoire à peu près aussi large que l'Autriche, et qu'il y a beaucoup de territoires ruraux sur lesquels, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure et dans votre introduction, beaucoup de nos concitoyens ont actuellement encore besoin de leur véhicule personnel, tout simplement parce que, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de transport collectif possible.
Et si je devais schématiser un petit peu le rôle de la région, c'est justement d'avoir une offre globale, pas tout seul d'ailleurs, hein, avec l'ensemble des autorités de mobilité qui sont sur le territoire, d'avoir une offre de transport public qui permette pour le coup à toutes celles et ceux qui le souhaitent et qui le pourraient, d'avoir une alternative à la voiture. Mais ce n'est pas le cas partout, et loin s'en faut. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, par rapport à ce que vous indiquiez sur cette migration nécessaire et de mon point de vue totalement obligatoire vers des énergies renouvelables au global, le débat il est extrêmement simple. C'est que les lobbies marchent encore. Vous avez évoqué l'électrique, je peux vous citer, en ce moment il y a une jolie campagne sur le bio-GNV qui m'a absolument pas échappé. Je suppose que demain, il y aura une campagne sur l'oléosan, après-demain sur... et à chaque fois, c'est tout, en fait, pour vous passer des énergies renouvelables pour revenir au gasoil et à l'essence. On comprend pourquoi, surtout avec le prix qui est aujourd'hui. Il y a quelques intérêts financiers qui n'ont, j'imagine, échappé à personne. Donc, les lobbies sont encore là. La question pour, en tout cas... les élus aujourd'hui, c'est malgré tout ça, on y va ou on n'y va pas. Alors on peut, pardon de le dire comme ça, regarder passer les trains. Vous allez comprendre que pour la région Nouvelle-Aquitaine, on ne les regardera pas passer. Le choix qu'on a fait, c'est de voter il y a maintenant plusieurs années une feuille de route qui s'appelle Néoterra, qui consiste à tenir compte effectivement de la question notamment du changement climatique, mais pas que, et de la nécessité de décarboner nos transports à l'échelle de la région de Nouvelle-Aquitaine. Pour ce qui concerne en tout cas les sujets dont j'ai la charge auprès du président Alain Rousset, c'est-à-dire les transports et les mobilités, le choix il est extrêmement simple, c'est sortir les 5500 cars qui se promènent tous les jours en Nouvelle-Aquitaine pour les transports scolaires interurbains et les 202 rames de TER du diesel d'ici à 2030. Donc on peut... il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Bon, très bien. Moi, vous avez compris qu'ils vont pas me décourager. Et puis surtout, non seulement ils vont pas me décourager, mais en plus, on avance très très bien. Et on a, en l'occurrence, pas de, excusez-moi l'expression, mais de religion pour dire faut mettre tout avec ça, tout à l'électrique, tout au bio. Non, on n'a aucune religion en la matière, bien au contraire. Pourquoi ? Parce que dans la question que vous posez, finalement, la question qu'il faut se poser, c'est quel approvisionnement ? Moi, je suis ravi d'entendre que tout le monde va passer à l'hydrogène demain. C'est super, hein ? L'hydrogène, comment ? Gris, tel qu'on nous le vend un peu partout, ou vert ? Moi, si c'est... parce qu'on a été... par des amicales pressions, on nous a dit « Ah, mais la région Nouvelle-Aquitaine, vous n'avez pas commandé de rames à l'hydrogène pour les TER. C'est scandaleux, c'est pas bien, machin et tout. » Oui, on ne les a pas commandés, c'est volontaire. Hein. Si c'est pour faire venir de l'hydrogène et réouvrir les mines de charbon en Nouvelle-Aquitaine, vous ne nous trouverez pas. Donc, prouvez-nous qu'on peut effectivement monter de l'approvisionnement hydrogène sur... des territoires proches, parce que si c'est pour les faire venir de je sais pas où, tout le monde m'a compris, donc on se lance pas sur des sujets sur lesquels on n'est pas, à un moment donné, non pas certain, mais en tout cas qu'on essaye de travailler sur un modèle dans lequel l'approvisionnement, il est finalement quand même plutôt de proximité, et c'est la raison pour laquelle on a fait, je dirais, des choix qui ne sont pas les choix uniquement de la région, mais qui sont les choix des territoires et les choix des opérateurs qui répondent à nos appels d'offres ou à nos délégations de services publics. Ou, pour le coup, des choix qu'on a fait, nous, en termes d'évolution, notamment sur la flotte TER. Sur les cars interurbains et cars scolaires, qu'est-ce qui se passe ? Mais il se passe que d'abord, les constructeurs prennent un petit peu de temps, on va dire ça comme ça, pour... ces nouveaux modes de fonctionnement. Je me rappelle de débats il y a encore 3-4 ans avec quelques constructeurs qui me disaient non, mais on va attendre 2050 que l'électrique soit stabilisé, on verra d'ici là. Et moi je leur disais mais attendez, il y a quand même des choses qu'on peut faire d'ici là. Et la vérité c'est qu'il y a des constructeurs qui l'ont fait, tant mieux. Donc effectivement,
le choix qu'on a fait, c'est de dire il faut qu'on puisse avoir sur tout le territoire un accompagnement non seulement des PME, des TPE, pour migrer leur car, parce qu'ils ne vont pas le faire comme ça du jour au lendemain, et puis surtout qu'ils aient des stations. Parce que ça n'a échappé à personne que les stations de bio-GNV, il n'y en a pas 40 000, hein, on en est même très très loin. Donc, je considère aujourd'hui que notre rôle en termes d'aménagement du territoire, ça a été non seulement faire de la commande publique pour que les entreprises puissent répondre petit à petit avec une modification de leur motorisation, 2, d'installer des stations bio-GNV qui sont des stations publiques, cofinancées par la région, donc qui sont ouvertes à tout le monde, hein, voilà. Et la même chose sur le D95 ou sur d'autres types de stations. On a participé également, aux côtés des syndicats d'électrification, à la mise en place de bornes de recharge publiques, ouvertes au public, hein, c'est ça que je veux dire. Donc vous avez des bornes de recharge qui se promènent un petit peu partout. Aujourd'hui, on essaye de déployer aussi les voies et les moyens d'avoir des constructeurs en Nouvelle-Aquitaine, notamment de batteries qui permettent d'alimenter les cars, demain les voitures, après-demain, je l'espère, même avant après-demain d'ailleurs, les TER. Et on n'a pas attendu qu'on nous dise tiens, il faut changer le TER à l'hydrogène. On aura, à partir de début 2022, enfin mi-2022, pardon, des TER qui rouleront avec des trains à batterie, là où les lignes ne sont pas électrifiées. C'est simple, hein, vous savez, l'électrification, c'est 1 million du kilomètre hein, chez la SNCF. Donc vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. À l'arrivée, il faut juste qu'on ait tous en tête que voilà, le train à batterie coûtera un petit peu moins cher sur certaines lignes que d'électrifier tout ça. Donc, le choix global que nous avons fait, c'est à la fois de ne pas dire aux PME, TPE qui répondent à nos appels d'offres sur les transports scolaires interurbains, écoutez, c'est comme ça et pas autrement. Non, on les accompagne. On les aide. Et puis surtout, moi je considère aujourd'hui que les AOM que nous sommes doivent être exemplaires. Pourquoi ? Parce que quand on fait ce travail-là, on démontre à nos concitoyens, et ils le voient, hein, quand ils voient l'écart, peu importe hein, la motorisation, ils se disent « Ah tiens, ça veut dire qu'il y a de l'approvisionnement local ». Donc ils se disent tiens, il y a une station de bio-GNV qui a été installée, il y a une borne de recharge électrique ici, il y a je ne sais quoi d'autre encore par ailleurs. Donc ça donne des idées à nos concitoyens. Donc il faut qu'on soit totalement exemplaire. Je dis toute collectivité locale confondue. Il y en a qui aujourd'hui tergiversent en se disant ouais, on verra plus tard ou on va attendre que. Non, il y a aujourd'hui on peut concrétiser sur sa flotte de véhicules, que ce soit telle ou telle collectivité, on peut concrétiser justement cette évolution. Alors, dans le sujet que vous évoquiez, par rapport aux ZFE, la vérité c'est qu'il y a de plus en plus de transporteurs, notamment des transports de marchandises, qui viennent nous voir en nous disant « Écoutez, j'ai pas eu ce marché parce que je peux pas rentrer dans telle ou telle collectivité ». Donc la ZFE, c'est pas une histoire qui va arriver en je sais pas combien, c'est déjà maintenant. Concrètement, il y a déjà des transporteurs qui nous disent je vais migrer, j'en ai encore vu un la semaine dernière, qui m'a dit je change 2 tracteurs à l'électrique parce que je ne peux plus rentrer dans telle commune. Et c'est un choix des élus hein, de le faire, et en avance de phase, de d'ores et déjà prévenir que les livraisons à l'intérieur de la commune, ça ne sera plus possible. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je pense pouvoir le dire, pas général, mais il y a quand même une prise de conscience de l'ensemble du transport, hein, au sens large du terme, que ce soit de voyageurs ou de marchandises, pour aller vers justement cette décarbonation et cette sortie du diesel petit à petit. Et c'est tant mieux parce qu'à partir du moment où on investit de l'argent public, notamment sur des stations publiques, elles servent aussi au secteur privé, hein, et ça va mieux en le disant. Alors, je termine d'un mot par rapport à la question du MAS. Écoutez, les choses sont extrêmement simples. Vous avez aujourd'hui un choix qui est assez binaire. Hein. Soit vous faites confiance à un certain nombre d'opérateurs privés. Bon, on a le droit de citer des noms ou pas ? Absolument. Au hasard, Google. Vraiment au hasard. Hein. Et vous vous dites, bon allez, je leur file mes données, et puis advienne que pourra, et puis chacun ira sur Google, et puis voilà, on verra bien. Soit vous faites le choix de dire, bon, j'en fais un,
Et comme ça, je maîtriserai à la fois mes données, mais surtout mes circuits de distribution et finalement les données aussi des usagers de l'ensemble des transports. Vous avez peut-être pas compris encore, mais on a choisi la deuxième solution en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'en fait, on a créé les conditions dans lesquelles on a déjà un joli système d'information multimodale que je vous invite à télécharger, qui s'appelle modalis.fr, qui va aller vers un MAS à l'échéance de l'année prochaine, puisque là, on est en plein travail sur ce sujet. Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce que d'abord, le choix initial, ça a été de dire, si chaque AOM fait son MAS, alors pour le coup, l'usager, c'est sûr, il va sur Google. Et puis de toute façon, il va être complètement perdu, il ne saura même pas quelles sont les offres. Et surtout, franchement, c'est ce que je dis traditionnellement, l'usager, il n'a pas besoin de savoir si c'est Pierre, Paul, Jacques qui s'occupe de son train, son car, son bus, son réseau urbain. Lui, il veut un ticket pour pouvoir faire origine-destination. Donc c'est quelque part à nous de nous débrouiller derrière comment on fait et la cuisine et qu'on lui facilite la vie avec un outil le plus simple possible. Je ne dis pas qu'on y a réussi. Je plaide juste la durée, puisque ça fait que depuis 2019 qu'on existe au niveau de Nouvelle-Aquitaine Mobilité, avec Modalis tel qu'il est aujourd'hui, et on va vers ce MAS, non pas seul au niveau région, mais avec 27 AOM de Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire, en gros, toutes les agglomérations, Bordeaux Métropole, bien entendu, et toutes les agglomérations de Nouvelle-Aquitaine, plus la région, on est tous ensemble. Cas unique et cas d'école en France, hein. Je le dis parce que ça n'existe pas partout où on a tout le monde. Enfin, il en manque une, pardon, parce que je devrais le dire. Il y a une agglomération qui n'y est pas, mais peu importe, mais tout le reste est dessus. Et qu'est-ce qu'on a comme ambition? L'ambition, c'est de faciliter la vie des voyageurs. Faciliter la vie des voyageurs pour leur donner le maximum d'informations sur les transports, les perturbations, tous les transports et toutes les mobilités, y compris du transport à la demande, comme où est-ce que je peux mettre mon vélo en toute sécurité, où est-ce que je peux éventuellement prendre une interconnexion entre un TER, un car ou un car urbain ou un bus urbain, pardon. Bref, qu'on est sur ce MAS qui, en l'occurrence, sera après disponible pour toutes celles et ceux qui voudront l'utiliser, hein, mais toute l'offre de transport, et y compris avec la vente, qui soit intégrée. C'est déjà le cas aujourd'hui sur les cars régionaux. C'est le cas pour un des abonnements qu'on a mis en place, l'abonnement télétravail sur les TER, et ce sera le cas petit à petit puisqu'on va rajouter un certain nombre de fonctionnalités, notamment par exemple le covoiturage, qui va être intégré sur Modalis là à très court terme. Donc le choix qu'on a aujourd'hui opéré, il est non seulement pour les 27 AOM qui sont sur Modalis, mais aussi pour les territoires ruraux. Pourquoi? Parce que les offres qui sont sur les territoires ruraux, qui sont portées par des associations, par des communautés de communes, du transport, je dirais, solidaire, du transport à la demande sur quelques territoires plus ruraux, aujourd'hui n'est pas répertoriée dans une offre globale. Ce qui fait que parfois, d'ailleurs, ça pose problème parce qu'elle n'est pas connue. Or, elle existe. Donc l'idée de Modalis, c'est aussi de mettre à disposition des territoires qui, aujourd'hui, n'ont pas de masse, n'ont pas de SIM, n'ont finalement pas d'outil numérique, cet outil numérique qui, aujourd'hui, pourra, je dirais, être présent sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Voilà en quelques mots, et j'espère avoir répondu aux questions que vous posiez dans votre introduction. Merci beaucoup de cette présentation de la région. Donc je passe la parole à Clément Rossignol-Pêche pour la métropole et finalement peut-être expliquer sur cette zone plus précise ce que vous voyez d'avenir. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, moi, je vous remercie d'avoir monté cette plénière et de l'avoir lancée de manière beaucoup plus large que le titre, finalement. Parce que le titre, c'est comment est-ce qu'on agit pour électrifier les transports individuels. Et là, vous avez brassé très très large. Et donc Renaud Lagrave a commencé évidemment à y répondre avec la focale régionale. Donc nous, la métropole bordelaise, on est dans le paradoxe où on a un réseau de transport en commun qui doit être un des plus dynamiques de France. On gagne des nombres de voyageurs, alors hors période Covid, qui est un peu particulier, mais avant le confinement, on gagnait des nombres de voyageurs régulièrement sur notre réseau de transport en commun. Le tram
qui est le premier finalement transport électrique de l'agglomération. C'est 8% de part modale, donc c'est vraiment important sur les 3 millions de déplacements à peu près. Mais on est la 3e agglomération la plus embouteillée de France. Donc à la fois grand succès, mais à la fois c'est pas suffisant. Et là où je vous rejoins, c'est que nous, notre réflexion, c'est de dire comment faire pour améliorer les déplacements de tout le monde, de nos concitoyens, de nos habitants, les habitants de la métropole, mais aussi les habitants hors métropole qui viennent travailler dans la métropole. Ça, c'est vraiment important, parce qu'on a regardé un peu de près, on a vu que ces personnes-là, c'est à peu près 22% des déplacements, 1/5, mais 59% des kilomètres. Donc c'est vraiment très important. Il faut réussir à trouver, en lien évidemment avec la région et les territoires environnants, les territoires voisins, des solutions de mobilité pour le périurbain. Mais également, c'est comment on va faire pour décarboner la mobilité en général, qui est une source très importante d'émissions de gaz à effet de serre. On le sait, c'est une des premières sources des agglomérations, et aussi lutter contre l'émission de particules fines liées aux moteurs thermiques. Sur la métropole bordelaise, c'est à peu près 600 décès prématurés par an. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique, les particules fines. Alors, un des outils, évidemment, c'est la motorisation électrique, bien sûr. Donc on l'a activé et on va l'activer, toujours. D'autant plus que ça apporte des solutions en termes de mobilité et de santé, je vais y revenir, développement durable, mais aussi en termes économiques, puisqu'on va aussi avoir à cœur d'aider toutes les entreprises qui soit sont déjà dans la mobilité électrique ou mobilité durable, soit qui ont besoin qu'on les aide pour réussir leur transition écologique et économique. Vous voyez, ici, nous, sur l'agglomération bordelaise, on a vécu un traumatisme qui est la fermeture d'une usine Ford avec des milliers d'emplois perdus à la clé, et on ne veut pas le revivre. Alors, la métropole bordelaise, nous, on avait une antériorité sur la mobilité électrique. Dans les années 80, on avait des bennes de collecte à ordures ménagères électriques. On avait des véhicules de service, des 205, voilà, électriques. Et on a tout arrêté parce que finalement, il n'y avait plus de pièces de rechange. Donc on était un petit peu en avance de phase, si je puis dire. Puis l'électrique, c'était plus à la mode, donc ça s'est retombé. Et puis là, ça revient fortement. Et heureusement, voilà, heureusement. Parce que pour une agglomération, des véhicules électriques, il y a moins de particules, donc voilà, c'est bon pour la santé, c'est moins de bruit, évidemment. Et puis c'est des solutions de mobilité beaucoup plus diverses. Je vais y revenir. Donc il y a les trams, les bus, les vélos à assistance électrique, les micromobilités, trottinettes, scooters, et puis également les véhicules particuliers via les recharges. Je vais en parler. Mais quand même, on est tous bien persuadés que des embouteillages de véhicules électriques, c'est la même chose que des embouteillages de véhicules thermiques en termes de temps de transport. Donc c'est-à-dire que si on change tous les véhicules thermiques de la métropole et des voitures thermiques et les territoires environnants par des véhicules électriques et qu'on se déplace pareil, on restera la métropole la plus embouteillée de France. Donc il faut qu'on accompagne une évolution de la mobilité. Et ça, je pense que c'est primordial. Et ça, c'est un point très fort aussi de la mobilité électrique, c'est que comme c'est des nouveaux véhicules, enfin en tout cas en partie, et puis ça doit être encore plus le devenir, la mobilité doit devenir un service. Donc c'est le fameux MaaS, la mobilité à sa service, à savoir que finalement, à la fin, même presque, les gens ne doivent plus être propriétaires de leur voiture. Ça doit être, la voiture particulière doit être inclue dans une chaîne de mobilité, une chaîne multimodale, intermodale, qui, et les gens, avec leur abonnement, transport en commun, pourront, de manière extrêmement transparente, d'une simplicité enfantine, il faut que tout le monde puisse y arriver, soit avec le téléphone, soit avec une carte dédiée, ou soit avec quelque chose qui va arriver après, on puisse passer du tram, du bus, des vélos à assistance électrique, des trottinettes, des scooters, du train, des trains interrégionaux, des TER, des bateaux cubes, les bateaux fluviaux, du téléphérique qui va arriver. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour qu'on puisse vivre une démotorisation des ménages. On n'a pas le choix. C'est un peu un gros mot, mais c'est quand même, on n'a pas le choix, si on veut réussir la mobilité. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a le tramway, d'un point de vue électrique. Plus grand réseau de France, mis à part l'Île-de-France. On est très fiers, 77 km de tram, 130 rames à peu près, ont été pris pionniers dans l'APS, l'alimentation par le sol, et puis on va continuer à robustifier notre réseau de tramway, peut-être pas dans un premier temps l'étendre encore, mais en tout cas le rendre plus robuste, moins de panne. Et peut-être aussi des petites évolutions dans l'enveloppe du tram. Les bus,
on va renouveler notre flotte de bus par moitié dans les 10 ans qui arrivent. Donc c'est plus de 200 bus qui vont devoir être renouvelés. On a principalement 2 pistes, elles ont été citées par Renaud Lagrave. L'électrique, voilà, on a une première ligne de bus à niveau de service de 21 km qui va être inaugurée en 2024 si tout se passe bien, 100% électrique. Donc une quarantaine de véhicules à acheter. Mais également le biogaz, voilà, parce que nous, notre flotte de bus actuellement, elle est au GNV, donc autant aussi bien exploiter des bus qu'on connaît, mais par contre biogaz, c'est-à-dire quand même des enjeux de renouvelables, bien sûr. Et puis on va tester 2 bus à hydrogène. On sait que ça se passe sur Pau, on regarde un peu ce qui se passe, et nous on va le tester aussi. On verra bien sur quelle ligne on va le tester. Les vélos à assistance électrique, c'est une explosion, hein. Tous les ans, nous gagnons des parts modales vélo. On va continuer à développer soit un système de vélo libre-service électrique dans le cadre de notre délégation de service public transport, soit en complémentarité par rapport aux opérateurs qui existent sur le territoire. On va peut-être un petit peu mieux réguler quand même tout ce qui est free floating, vélo, trottinette, scooter. Il y a trop d'opérateurs, ça encombre un peu les trottoirs, un peu beaucoup. Donc on va lancer un appel d'offres pour réduire le nombre d'opérateurs par mode. On va en prendre plusieurs quand même, et comme ça, en plus, ces opérateurs-là pourront déployer plus de véhicules. Donc ce sera plus intéressant aussi pour eux, je pense. Et puis les recharges. Alors on a 535 bornes de recharge sur l'agglomération bordelaise, à peu près pour moitié public, pour moitié privé, parce que récemment nous avons récupéré le réseau de la société Bolloré, qui a arrêté son service de voitures libre-service. Ça s'appelait Blue Cube. Ici, sur Bordeaux, c'était Autolib sur Paris. Donc, on les a récupérés en régie et on les gère actuellement. Et puis, l'autre moitié, c'est dans le domaine privé. C'est les supermarchés, les magasins, mais aussi, évidemment, les copros, les collectifs. On regarde un peu là. On va vraisemblablement devoir compléter notre maillage. On n'a pas encore de schéma directeur parce que, on regarde un peu, finalement, maintenant, la majorité du temps de recharge, c'est la nuit, c'est au domicile, ou c'est sur le temps employeur. Alors là, je parle dans l'urbain, bien sûr. Après, les longues distances, moi, je maîtrise moins bien, mais en tout cas, dans l'urbain, c'est ça. Donc, il faut peut-être quelques points d'appoint en plus, charge rapide. Mais bon, quand on voit l'augmentation de capacité, d'autonomie des véhicules électriques, l'enjeu, c'est plutôt celles et ceux qui n'ont pas de parking, à domicile, les échoppes bordelaises, l'hypercentre bordelais ou les quartiers d'échoppes. Donc là, on va peut-être mailler un peu le territoire. On va déployer une ZFE, une zone à faible émission, donc ça c'est bon pour les véhicules électriques. Alors pourquoi on ne l'a pas encore déployé? Parce que c'était pas obligatoire sur la métropole de Bordeaux, parce qu'on n'a pas assez de pics de pollution, contrairement à d'autres métropoles qui, elles, étaient plus polluées que Bordeaux. Par contre, on a une date limite de mise en place, c'est le 31 décembre 2024. Donc ça sera fait avant. Ça sera pour les particuliers et pour les professionnels. Ça n'a pas été dit, mais il y a un vrai enjeu de logistique électrique aussi, logistique durable. Réduire le nombre de poids lourds sur la rocade et puis travailler sur la logistique du dernier kilomètre en véhicule électrique ou véhicule en tout cas propre. Ça, on va aussi avoir un schéma directeur l'année prochaine. On va travailler donc sur la ZFE avec un accompagnement. Il faut accompagner les ménages et les entreprises à sortir de les énergies fossiles pour aller vers l'énergie propre, électrique. Soit en passant, les véhicules électriques sont propres si l'énergie est renouvelable. Donc moi, il faut déployer des sources d'énergie renouvelable locales, régionales. On s'inscrit dans le schéma directeur régional. Donc ça sera quoi? À terme de l'éolien. Alors peut-être pas sur la métropole l'éolien, on peut pas, parce qu'il y a l'aéroport de Mérignac qui est trop près. Mais en tout cas, dans la région, il y aura de l'éolien, du photovoltaïque, de la biomasse. Bon, voilà, on va déployer toutes les sources. On a un gros débat actuellement, d'ailleurs, d'un grand projet photovoltaïque qui fait 1000 hectares au Riséo. 1000 hectares de photovoltaïque à la place de forêt landaise. C'est peut-être un peu gros, moi, mon avis, je vous le donne. Il faut peut-être avoir des projets un peu plus modestes. Et je ne pense pas, à titre personnel, que le nucléaire soit une énergie renouvelable. Ça, je pense qu'on va avoir le débat dans les mois qui arrivent avec la présidentielle. Et donc, voilà. Mais il y a un dernier point, quand même, pas être trop long. Je pense que les constructeurs de véhicules particuliers doivent aussi proposer des véhicules du futur. Parce que quand je vois l'évolution de la taille et du poids des véhicules dans le monde, je me dis que quelque chose ne va pas. C'est-à-dire qu'on dit qu'on doit être sobre d'un point de vue des ressources,
sobre d'un point de vue de la consommation énergétique. Et qu'est-ce qu'on voit? Les voitures sont de plus en plus grosses, de plus en plus lourdes, et finalement consomment peut-être pas de plus en plus, mais en tout cas où c'est à peu près stable. Mais si elles étaient plus petites et plus légères, elles consommeraient beaucoup moins. Donc là, il faut qu'on travaille tous ensemble. Cette mode des SUV, par exemple, on voit les véhicules actuellement en test, même électriques. Je pense que c'est un non-sens écologique. Voilà. Et puis même au niveau des agglomérations, plus les voitures sont grosses, plus on a des problèmes de stationnement. Donc il faut faire des véhicules adaptés aux enjeux écologiques, aux enjeux économiques et aux enjeux aussi de rareté de l'espace public dans les grandes agglomérations. Donc il faut aussi que les constructeurs jouent le jeu pour faire des véhicules qui s'adaptent, qui soient modulables et pour aider aussi à ce que les véhicules deviennent un service. On va développer fortement. On a commencé, on va continuer à travailler les véhicules partagés, autopartage, covoiturage. On aide les entreprises d'autopartage sur l'agglomération bordelaise. On va multiplier par 2, puis après par 3 le nombre de stations d'autopartage dans l'agglo. Et on va mettre en place des voies réservées au covoiturage, des VR2+, voies réservées 2 personnes et plus. Elles seront aussi ouvertes potentiellement au transport en commun. Et peut-être aussi aux voitures électriques. Ça, on n'a pas tranché encore, pour vous donner un coup de pouce aux véhicules électriques. Voilà un peu la feuille de route de l'agglomération bordelaise sur ce sujet. Très bien, merci beaucoup Clément Rossignol-Peuch. Donc je crois que c'est effectivement clair et précis. Et donc la troisième collectivité, c'est le SDEG. Et donc je voudrais d'abord demander peut-être à Anacleto Alfonso de préciser ce qu'est le SDEG, puisque tout le monde visualise bien une région, une métropole. Le SDEG, c'est un syndicat départemental. Donc, à vous la parole pour présenter le SDEG et donc votre rôle et votre initiative sur cette question. C'est avec un grand plaisir que j'interviens au nom du SDEG et de son président Xavier Penta, retenu par ailleurs, pour, au cours de cette plénière, vous livrer le sentiment du syndicat d'énergie et d'environnement de la Gironde, SDEG, au sujet de l'électrification des transports individuels. Permettez-moi tout d'abord de présenter le SDEG en quelques mots. Comme tous les syndicats d'énergie de France, celui de la Gironde organise le service public de la distribution d'électricité et de gaz, et ce, en lien avec les gestionnaires de réseau que sont Enedis, GRDF ou Regas. Au fil du temps, notre syndicat s'est diversifié, avec pour point d'orgue de cette diversification la mise en œuvre de la transition énergétique comprenant les mobilités alternatives. Avec l'évolution du coût des carburants que nous connaissons actuellement et l'impérieuse nécessité d'améliorer la qualité de l'air, le véhicule électrique constitue désormais un des modes de déplacement des plus crédibles. Alors, s'agit-il d'une mobilité en transition? Certains se risquent à le penser, mais du côté du SDEG, on estime que cette évolution est irréversible. Le véhicule électrique présente des avantages indéniables. On peut tout d'abord parler d'une véritable maturité technologique illustrée par une réelle vitalité du segment. La Zoé est ainsi entrée dans le top des 10 véhicules les plus vendus en 2020 en France. On assiste ainsi à l'émergence d'une véritable filière française, puisque tous les fabricants automobiles produisent des modèles performants. Nous avons également des fabricants de bornes très compétitifs et innovants d'un point de vue technologique en Nouvelle-Aquitaine. De plus, le véhicule électrique présente un coût d'utilisation au kilomètre bien inférieur au moteur thermique. Il se caractérise également par un certain confort de conduite grâce au silence et la motorisation, mais avec une vivacité indéniable. Enfin, et très important
À l'heure des zones à faible émission de CO2, le véhicule électrique garantit le respect de la qualité de l'air dans nos villes. Bref, ces avantages permettent au véhicule électrique de prendre son envol auprès de nos concitoyens, si bien que l'on compte aujourd'hui près de 690 000 immatriculations, avec un objectif d'1 million de véhicules électriques en circulation en 2020. Quel rôle ont joué nos collectivités et plus spécifiquement les syndicats d'énergie qui nous concernent? L'objectif poursuivi a été de déployer des infrastructures de recharge pour accompagner cette évolution. Il s'est agi d'opérer ce déploiement sur tout le territoire girondin, que ce soit en urbain comme en rural, eu égard à la carence ici ou là de l'initiative privée observée, notamment sur les territoires ruraux. Le SDEC a donc décidé d'investir plus de 2 millions d'euros avec le soutien de l'ADEME et surtout de la région Nouvelle-Aquitaine pour éviter une mobilité à 2 vitesses. En d'autres termes, une mobilité des villes et une mobilité des champs. Pour ce faire, en lien avec d'autres syndicats d'énergie d'Aquitaine, notamment ceux de la Dordogne, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, il a été créé un réseau dénommé Mobiv. Ce réseau comprend désormais 1400 points de charge, tous alimentés en électricité 100% verte. On observe à ce jour une véritable montée en puissance pour ce réseau avec une fréquentation de plus en plus importante de nos bornes. Le nombre d'abonnés Mobiv est désormais de 4800 en Aquitaine et près de 1500 pour la seule Gironde. Par ailleurs, le nombre de charges connaît un fort accroissement, 12 800 charges pour l'année 2020 et 18 500 recharges comptabilisées à fin septembre. Au-delà de ces chiffres très positifs, il ne faut pas cacher l'existence de quelques zones d'ombre. Ainsi, au-delà de l'investissement dont je vous parlais précédemment, il faut noter que l'exploitation, l'énergie, la supervision, la maintenance restent déficitaires malgré des recettes découlant des recharges. Et que nous nous interrogeons sur la stratégie à mettre en œuvre pour réduire ce déficit. Faut-il augmenter un peu la tarification que nous avons fixée la plus basse possible pour encourager le mouvement? Faut-il communiquer avec les électromobilistes pour les inciter à utiliser nos infrastructures? Faut-il déplacer des bornes peu utilisées? Telles sont les questions auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés dans le cadre de ce développement. Quel est l'avenir à court terme de l'électromobilité? Du côté des syndicats d'énergie, comme des collectivités en général, l'effort d'accompagnement financier doit se poursuivre au niveau du déploiement des bornes dites accélérées, afin d'aboutir à un maillage cohérent de la recharge de véhicules en Gironde. L'objectif poursuivi est d'aboutir, à l'image de la téléphonie mobile, à une couverture totale des zones blanches. Par ailleurs, et c'est très important, le SDEC va prochainement installer 6 superchargeurs sur le département en bordure d'axes routiers très fréquentés pour permettre des recharges ultra rapides pour les électromobilistes parcourant de longs trajets et ceux qui en ont besoin localement. Ces dernières bornes auraient notre préférence pour un déploiement de masse en termes d'aménagement du territoire. Mais le coût financier s'avère prohibitif. La fourniture et la pose de ces infrastructures, superchargeurs, peuvent aller jusqu'à 60 000 €, sans parler d'éventuels travaux de voirie ou de renforcement concomitant du réseau électrique, s'il n'est pas assez puissant. Quoi qu'il en soit,
Sachez que l'ensemble de ces orientations va également être prescrit dans un schéma directeur de mobilité en cours d'élaboration, condition sine qua non pour bénéficier d'aides de l'État. Enfin, nous voyons la mobilité comme une brique supplémentaire du modèle énergétique français en transition. Demain, la fonction d'un véhicule électrique constituera probablement également un potentiel de stockage d'énergie électrique disponible pour le foyer. À l'heure où la part des énergies renouvelables augmente avec l'intermittence de production qui les caractérise, de plus, la mobilité doit s'apprécier selon nous sous l'angle de la complémentarité des usages. L'électrique constitue une alternative très crédible au thermique pour les particuliers, tandis que le bio-GNV, puis l'hydrogène, devrait approvisionner le transport lourd, souvent de longue distance. Un exemple concret de cette mutation, la réalisation prochaine, à l'initiative du SDEG, d'une station bio-GNV sur la commune de Béchac et Caillot, le long de l'A89, qui associera 2 superchargeurs électriques. Cette réalisation tend à prouver qu'après le mix énergétique, nous connaîtrons très probablement le mix mobilité. En conclusion, comme vous pouvez le constater, nous sommes à la croisée des chemins. Et comme le disait si bien le poète espagnol Antonio Machado, le chemin se fait en marchant et aussi, pour le sujet qui nous occupe, en roulant. Merci. Merci, Monsieur Alfonso, y compris de cette petite note poétique qu'on apprécie parce que le sujet est peut-être un peu aride. Voilà, je passe la parole en quatrième position à Enedis. Et nous avons un petit jingle d'introduction pour présenter Enedis. Il y en a sûrement qui ne connaissent pas. Vous m'excusez, je suis obligé de... Oui. Comme vous avez prévenu, je vais... Oui, vous nous aviez commission prévenu. permanente à la région, donc je suis obligé de vous quitter. Merci Entendu. encore. Merci beaucoup, Monsieur Lagrave, et merci de votre participation. Voilà, donc Pierre de Firmas, à vous. Merci. En particulier, on a vu là aussi des mots-clés comme schéma directeur, intéressant. Donc peut-être, comme on ne l'a pas vraiment abordé jusqu'ici, vous pourriez aussi nous donner un peu de témoignage de la façon dont ça se passe. Oui, c'est ça, c'est-à-dire en fait expliquer aussi comment on est partenaire avec les syndicats d'électrification et toutes les collectivités locales pour cette aventure cette route de l'électrification finalement. Peut-être en 2 mots, redire quand même que ce qui nous occupe, c'est de décarboner l'économie en général et le secteur des transports en particulier qui représente 30% des émissions en France. C'est connu, mais c'est quand même... voilà, c'est ça qui nous motive. Effectivement, en France, l'électrification, moi je vais surtout vous parler de mobilité électrique, parce que même si d'autres solutions existent, et en fait on a besoin de faire feu de tout bois, si j'ose dire, pour ce défi-là, mais quand même en mode majeur, c'est l'électrification qui va permettre de décarboner la mobilité et les transports. Notamment en France où, si effectivement la production d'électricité n'est pas verte,
elle est décarbonée, très largement décarbonée. Donc en fait, en passant de moteurs thermiques à des moteurs électriques, on obtient vraiment un gain très important en termes de réduction d'émissions de CO2. Alors je voulais vous donner quelques perspectives d'évolution et de développement de ce marché tel que nous la voyons, parce que ça fixe un petit peu les idées, de donner quelques chiffres. Donc l'année 2020 a marqué un tournant sur ce marché. Il y a eu une longue période pendant laquelle, alors vous faisiez référence à encore avant, où il y avait quelques pionniers qui roulaient en 205 électrique, ou moi j'ai roulé en express électrique aussi dans les années 90, mais autrement, il y a eu une longue période là où c'était un peu la poule et l'œuf. Les constructeurs ne mettaient pas de véhicules électriques sur leur catalogue parce qu'il n'y avait pas de solution pour les recharger, donc personne ne les aurait achetés. Et d'un autre côté, personne ne construisait d'infrastructures de recharge parce qu'il n'y avait pas de voitures électriques sur les routes. Ça a définitivement changé en 2020 et on l'a vu dans le monde entier, mais donc particulièrement en Europe et en France où les ventes ont complètement explosé. Et le driver de ça, si je puis dire, c'est la régulation. Donc à un moment donné, la politique se traduit par des règlements à tous les niveaux, et notamment au niveau européen. Et tout d'un coup, la limite de 95 grammes par kilomètre qui s'est imposée aux constructeurs les a fait immédiatement, et une réglementation contraignante, les a fait intégrer des véhicules électriques dans leur gamme. Et ce mouvement de réglementation, on va le voir, il ne fait qu'accélérer le développement. Dans nos prévisions, nous, on dit, et on se trompe sûrement, parce que les prévisions, c'est surtout des erreurs, c'est toujours des erreurs, mais on dit il y aura 15 millions de véhicules électriques en France en 2035. Peut-être que c'est pas 15, peut-être que c'est 13 et peut-être que c'est 17, mais c'est l'ordre de grandeur que nous on voit en cohérence avec la PPE là. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir qu'il y en aura beaucoup et que 15 ans ça va passer vite. On a aujourd'hui 700 000 véhicules électriques sur les routes à peu près françaises. Les ventes ont explosé en 2020, en 2021 pareil, donc voilà, ça c'est la dynamique, c'est un marché en plein boom et plus personne se pose la question de est-ce que ça va partir ou pas. C'est complètement parti et d'ailleurs depuis le 14 juillet où il y a eu l'annonce de la nouvelle réglementation européenne qui s'appelle Fit for 55, qui est donc un nouveau paquet, comme on dit, de mesures pour atteindre la réduction des émissions de CO2 à 55%, eh bien, en fait, ce texte, qui sur la mobilité est un règlement, donc qui s'impose aux États membres et qui n'est pas une directive qu'ils ont libre choix de transposer, s'accompagne, vous l'avez sans doute noté, mais enfin ça a été un élément très fort en 2021, de l'avancée à 2035 de l'interdiction des ventes de véhicules thermiques en Europe. Donc avant c'était 2040. Donc en fait cette accélération de 5 ans, enfin cette avancée de 5 ans, ça produit une accélération dans les prévisions que font tous les constructeurs, qui ont en effet d'ailleurs depuis redoublé d'annonces en expliquant que eux, dès 2030 et même dès 2028, ils vendraient plus de diesel, ils vendraient plus, etc. Donc ça c'est la dynamique et c'est important parce que du coup, le défi qu'on a, nous qui sommes gestionnaires du réseau de distribution, que les syndicats d'électrification, les concédants nous confient en fait en gestion, eh bien, il faut qu'on anticipe ce développement qui va être massif. Et pourquoi? Parce que à la fin, des millions de véhicules, ça a besoin de millions de points de charge. De millions de points de charge à la maison, sur les grands axes autoroutiers et dans le domaine public. Et ces millions de points de charge, ils sont connectés à la fin au réseau de distribution. Donc nous, ça fait déjà 3 ans qu'on avait un petit peu anticipé sur cette histoire de poule et d'œuf et qu'on s'était dit ça va quand même partir. Et qu'on avait constitué une équipe un peu en centrale sur ce sujet-là pour... au lieu d'attendre les demandes de raccordement qui vont arriver de partout, anticiper, planifier sur les développements de réseaux nécessaires
et accompagner tous les acteurs de cet écosystème qui est très large. C'est les constructeurs, c'est les sociétés concessionnaires d'autoroutes, c'est les acteurs de l'immobilier, et puis bien sûr, c'est les collectivités locales. Alors, on a peut-être un petit mot aussi sur, parce que c'est souvent une inquiétude qu'on entend, c'est mais comment on va faire? Est-ce que le système électrique va faire face à ça? Parce que finalement, ça va être de la production d'électricité en plus et aussi de l'électricité à acheminer en plus pour ce qui concerne les réseaux au travers des câbles qui sont aujourd'hui en place. Donc, je ne vais pas faire tout le truc là-dessus, mais peut-être vous donner un mot d'éclairage sur ce sujet-là qui revient souvent. On a fait des études prospectives à 2050 sur les conséquences de l'électrification des usages, et pas simplement la mobilité, mais le chauffage. Il va falloir aussi décarboner le chauffage, il va falloir abandonner les chaudières à gaz, et encore pire, le fioul. Donc il va falloir... Et 2050, c'est pas demain, mais enfin, il ne faut pas traîner quand même. Donc on a regardé un peu comment pas la production, mais la consommation d'électricité allait évoluer. Et compte tenu de tout ça, alors dans l'autre sens, il y a des efforts d'efficacité énergétique qui vont bien sûr compenser, mais pas compenser complètement. Ils vont compenser une partie de cette augmentation. On observe du coup dans nos prévisions, selon les scénarios, une augmentation de la consommation d'électricité, donc de la demande, entre 0,5 et 1,2% par an, entre maintenant et 2050. Quand on est au-dessus de 1, c'est significatif, parce que ça va se répéter 25 fois, enfin même 30 fois, parce qu'on n'est qu'en 2020. Mais c'est des taux de croissance qu'on a connus, on a connu bien plus même. Et donc, on n'a pas d'inquiétude sur la capacité du réseau de distribution à faire face à ces niveaux d'augmentation, aux investissements qu'il faudra consentir pour le faire. Donc ça c'est un point important, je pense. Et sur ce sujet-là, bon, je pense qu'on pourra en parler encore longtemps, mais on peut aussi dire que la mobilité électrique, c'est un usage de l'électricité qui est aussi très intéressant pour le système électrique, parce qu'il le met en contrainte, effectivement, il va produire une augmentation de la consommation, mais en même temps, il est ce qu'on appelle pilotable, c'est-à-dire qu'on peut quand même, sans être spécialement malin, on peut quand même choisir où dans le temps, je veux dire, quand on recharge les véhicules, et ainsi éviter d'augmenter le pic, qui est évidemment la partie contraignante de la courbe de charge qui met à l'épreuve à la fois les systèmes de production et de distribution. Donc voilà, en un mot, on devrait y arriver, et en plus en France, on a un réseau qui est assez résilient par rapport à nos voisins, ou à beaucoup de nos voisins, parce qu'on a développé le chauffage électrique. C'était un bien ou c'était un mal, mais en tout cas, ça a permis de développer un réseau résilient qui a été dimensionné en fait pour ça. Et finalement, ce chauffage électrique, c'est aussi ça fait qu'on a un peu moins de chemin à faire quand il s'agit de décarboner le chauffage que d'autres pays. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'a vu un petit peu sur le film, mais qu'est-ce que ça veut dire anticiper, etc. Ça veut dire accompagner tous les acteurs de la mobilité électrique pour préparer ça et préparer le développement dont je vous donnais un petit peu les trajectoires. Alors, pour donner deux éléments simplement avant de venir sur le domaine public, mais sur les autoroutes, donc on est occupé avec les sociétés concessionnaires à raccorder les 400 aires de service du domaine concédé avec des chargeurs rapides, et ça doit être fait d'ici la fin de l'année 2022. Donc on est bien en route et on va y arriver, mais c'est un gros travail, c'est des puissances importantes, puisque là l'objectif c'est qu'un automobiliste puisse s'arrêter et se recharger en 20 minutes à 80%, donc il faut des puissances élevées. Dans les solutions de recharge, c'est donc sur les longs trajets, mais c'est aussi à la maison, et on en a un petit peu parlé, et là, selon là où on habite et le type d'habitat qu'on a, on n'est pas égaux devant cet avantage du véhicule électrique qui est de pouvoir être rechargé à la maison. C'est quand même un avantage par rapport à d'autres véhicules. Mais pour en profiter de cet avantage, c'est beaucoup plus facile quand on habite une maison individuelle. Et on a un vrai sujet sur le résidentiel collectif parce que c'est très compliqué.
vous le savez, de décider en Assemblée générale un investissement collectif qui, au départ, ne va pas intéresser non seulement une majorité de copropriétaires, mais peut-être en fait seulement quelques-uns. Alors là, il y a un élément qui va beaucoup changer les choses. C'est un décret qui est en cours de finalisation et qui est prévu dans la loi climat résilience, qui va rentrer donc en vigueur dès qu'il sera fini d'écrire, mais qui prévoit un mécanisme de préfinancement des infrastructures collectives en copropriété. Voilà, je le cite en passant parce que c'est évidemment très interactif avec la manière dont on doit équiper le domaine public. On voit bien que si aucune copro n'arrive à s'équiper dans les 15 ans qui viennent, il faudrait beaucoup de bornes sur la voie publique. À l'inverse, on a tout intérêt à privilégier le rechargement à domicile. D'ailleurs, j'ai rencontré un membre de la ville d'Oslo. Vous savez que les Norvégiens sont très en avance sur le sujet. Et là, ils ont des dispositifs d'incitation politique de la ville. Et ils subventionnent finalement l'infrastructure de recharge à domicile en résidentiel collectif parce qu'ils ont bien compris que c'était gagnant-gagnant. Ça, c'est moins cher pour le résident de se recharger avec son contrat chez lui et c'est bien sûr moins cher en aménagement pour la ville de prévoir des équipements en résidentiel. Alors maintenant, mais pour finir quand même sur le domaine public, effectivement, les schémas directeurs, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a dans la loi LOM, il est prévu et il est demandé en fait aux collectivités locales de réfléchir et de construire ce qu'on appelle un schéma directeur infrastructure de recharge véhicules électriques, joli nom SDIRVE. Et ces schémas directeurs, de quoi s'agit-il en fait ? Il s'agit de se dire, j'ai cette compétence moi dans ma collectivité locale ou le syndicat d'électrification, où est-ce que je les mets ? Les bornes de recharge, combien il en faut, quelle puissance, comment je m'y prends. Et c'est là que Enedis a un rôle intéressant à jouer, à notre avis, parce que d'ailleurs les gestionnaires de réseau sont identifiés par la loi comme des acteurs clés de ce processus d'établissement des schémas directeurs. Mais c'est ce qui est intéressant dans le cas d'Enedis, c'est que d'une part, évidemment, on a les données indispensables qui sont les capacités d'accueil du réseau et on les a à des mailles très fines, j'allais dire rue par rue. Voilà. Et donc ça, c'est évidemment indispensable pour savoir qu'est-ce qu'il faudra faire en termes d'aménagement ou d'accueil de ces infrastructures de recharge. Mais aussi, je vais vous donner quelques chiffres globaux au niveau national, mais en fait, on a des projections à 2050 de l'évolution de la mobilité électrique sur les territoires et on peut faire tourner ces modèles, y compris à la maille communale. Et donc ça peut aider les collectivités locales quand elles ont à construire ou les syndicats qui sont très très actifs dans le processus évidemment, quand ils ont à construire ces schémas directeurs. Voilà, on a mis en place là une sorte de task force au niveau national, mais qui évidemment est en animation de tout ce qui se fait en région. Et il y a déjà aujourd'hui, et je crois que c'est pas mal, on peut le saluer, parce qu'il y a 22 schémas directeurs en cours de construction aujourd'hui et plus de 80 en préparation sur l'ensemble du territoire, alors que le décret qui encadre tout ça est sorti le 31 mai, donc c'est quand même assez récent. Ça veut dire que nous, on sent bien qu'il y a une vraie dynamique sur l'établissement de ces schémas directeurs. Voilà. Je pourrais dire encore plein de choses sur les ZFE, etc., parce que c'est compliqué. Une collectivité locale qui a la compétence, elle a la compétence, mais elle n'a pas nécessairement les idées complètement claires sur. C'est vraiment compliqué. Comment il faut faire pour effectivement être une ZFE au 31 décembre 2024. Ça veut dire seulement certaines catégories de véhicules qui peuvent pénétrer dans la zone. Ça veut dire des obligations de transformation de la flotte vers l'électrique. Et là aussi, on a une expérience, on a nous 18 500 à peu près véhicules légers et on est engagé depuis un moment dans l'électrification de la flotte d'Enedis. On est à 20% de full électrique et ce chemin-là, qui est pas évident, en le parcourant, on a déjà appris plein de choses et on peut
on est en dialogue avec beaucoup d'entreprises en fait pour leur faire partager notre expérience. Voilà. Donc je le rappelle, nous on n'a rien à vendre. On n'a rien à vendre si ce n'est de faire avancer cette décarbonation du transport à bon rythme avec tous nos partenaires, notamment des collectivités locales. Merci Pierre de Firmas. Je voudrais qu'on prenne quelques minutes de plus. Normalement c'est jusqu'à moins le quart, mais comme nous avons commencé en retard, je vais me permettre de poser 2 questions en rebond un peu de tout ce qui s'est dit à nos interlocuteurs donc de la métropole et de la Gironde. La question que je voudrais poser concerne ces habitants qui n'ont pas de place de stationnement chez eux et qui garent finalement sur le domaine public, dans la rue ou enfin quelquefois des domaines aménagés, mais qui ne sont pas chez eux. Est-ce que vous avez un dispositif pour répondre à ces demandes et leur permettre finalement, puisqu'on a parlé des copropriétés, on a parlé des logements loués, mais dans ces cas-là, une réponse pour finalement leur permettre de disposer d'une place de stationnement équipée dans la rue, moyennant certaines conditions. Et puis j'aurais une deuxième question qui s'adresserait plus à Pierre de Firmas. Dans cette planification des réseaux et la réponse de la capacité des réseaux à assumer la recharge, comment vous adressez les situations de concentration plus ou moins exceptionnelle de véhicules? Alors nous sommes dans une région particulièrement touristique, et donc il y a des sites touristiques dans lesquels on va voir peut-être s'accumuler des véhicules électriques, comme on voit s'accumuler déjà des véhicules en plus grand nombre qu'en temps normal, et donc d'avoir des effets de pointe finalement dans les besoins de recharge sur des sites particulièrement touristiques. Alors ici, on est en bord de mer, mais on peut aussi se poser le problème dans la montagne, par exemple. On n'est pas loin des Pyrénées. Voilà. Clément Rossignol-Pêche, peut-être une réponse sur cette question des gens qui n'ont pas de place de stationnement chez eux? Oui. Donc il faut, pour ceux qui ont un véhicule, leur proposer une possibilité de recharge dans le domaine public. Donc ça, c'est évidemment les stations de recharge. Donc on va compléter le maillage que nous avons actuellement s'il y a des manques, et surtout pour anticiper cette forte augmentation en termes de véhicules électriques qui arrivent, qui a été très bien décrite par Pierre de Firmas. Donc ça, c'est un premier point. Évidemment, on va le faire avec modération, parce que l'espace public est limité, et donc il faut vraiment optimiser son usage. Et donc il y a beaucoup de demandes sur l'espace public, par exemple la végétalisation, et donc il faut vraiment réussir à doser. Après, par exemple, dans l'hypercentre bordelais, le taux de motorisation, on est à 40%. C'est-à-dire qu'il y a 60% des ménages qui n'ont pas de voiture, déjà. Parce qu'il y a des possibilités de transport en commun, de vélo, de marche à pied, de micromobilité. Et donc cela, il ne faut pas trop les encourager à acheter une voiture. Il faut qu'ils restent sans voiture en propre. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, évidemment, c'est utiliser un service d'autopartage pour les déplacements quotidiens ou en tout cas hebdomadaires. Et puis après, passer à des systèmes de location pour des déplacements plus longs, pour les vacances par exemple, ou pour les week-ends. Ça marche bien. Donc ça, il faut qu'on le développe, il faut qu'on accompagne aussi ce déploiement-là pour aller vers, ce que je disais, une mobilité comme un service, où suivant le déplacement que je veux faire, eh bien spontanément, je vais vers l'outil de mobilité le plus adapté à mon déplacement. Merci. Alors malheureusement, on vient de me rappeler qu'en fait, contrairement à ce que je croyais, la salle est prise. Oui, d'accord. Donc, il nous faut la libérer maintenant. Donc, malheureusement, ils n'auront pas les réponses complètes à ces questions supplémentaires, mais nous aurons d'autres rendez-vous pour pouvoir y répondre. Merci à vous. Merci aux intervenants. Merci à vous. Merci beaucoup. À une prochaine occasion.